Chers étudiants, bonjour. Nous allons démarrer ensemble les cours de la pathologie néphrologique qui font partie du module uronéphrologie. Ce module néphrologie regroupe 25 heures qui seront réparties entre mes collègues et moi. Et dans les cours suivants, je vais vous montrer les différents cours qui vont être enseignés par les différents collègues. Me concernant, je veux vous parler d'une brève introduction à la pathologie néphrologique. C'est un rappel de ce que nous avons vu ensemble en sémiologie rénale, mais comme ça date de plus de 3 ans, j'estime qu'il est intéressant de revoir les différents concepts de sémiologie rénale sur lesquels va se baser la pathologie néphrologique. Par la suite, je vais aborder avec vous trois types de néphropathie secondaire, qui est l'amylose rénale, la néphropathie diabétique et la néphropathie lipidique. Après, nous allons voir un large chapitre des glomérulonéphrite extracapillaires, un chapitre sur les néphropathies héréditaires, et il y aurait un bref chapitre sur la transplantation rénale, puisque c'est un cours qui a été largement abordé en synthèse thérapeutique. Ma collègue professeur Fadeli va vous parler des différents types de glomérulopathies, qu'elles soient prolifératives ou non prolifératives, en plus de l'insuffisance rénale aiguë et du myélome multiple avec ses différents types d'atteintes rénales. Enfin, professeur Zmraoui Nadir va vous parler de la maladie rénale chronique et des néphrites interstitielles, qui est un nouveau chapitre intégré dans le cadre de la réforme. Alors, comme convenu, nous allons démarrer le cours par une introduction à la pathologie néphrologique, qui est un chapitre important, même s'il a été déjà vu, mais ça va nous permettre de voir les différents éléments sémiologiques et les modalités d'arriver à un diagnostic syndromique en néphrologie. Bien sûr, comme vous le savez, les signes cliniques en néphrologie sont pauvres. On peut énumérer uniquement l'hypertension artérielle et les œdèmes, auxquels s'ajoute l'analyse du sédiment urinaire si effectivement le praticien a eu le réflexe de l'effectuer en consultation. Et cette analyse de sédiment urinaire peut nous apporter d'énormes informations, puisqu'il va nous permettre de déceler s'il existe une protéinurie, une hématurie, des cylindres hématiques ou une locusturie. La présence ou l'absence de chacun de ces éléments aura une traduction sémiologique particulière dans les syndromes en néphrologie. En fait, la classification des maladies néphrologiques repose sur deux éléments. L'association de ces différents éléments sémiologiques précités en tableau anatomo-clinique qu'on va voir tout de suite, d'une part, et d'autre part, s'il existe une insuffisance rénale, la classification se fera en fonction de la vitesse de l'insuffisance rénale, et de ce fait, l'insuffisance rénale serait l'élément essentiel ou le plus important sur lequel nous allons construire notre raisonnement clinique. La raison pour laquelle je vais commencer par la classification selon l'évolution, la vitesse d'évolution de l'insuffisance rénale, et de ce fait, on distingue trois types d'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë, c'est lorsque l'insuffisance rénale évolue en quelques heures ou quelques jours. L'insuffisance rénale rapidement progressive, c'est lorsque l'insuffisance rénale évolue en quelques jours à quelques semaines. Et enfin, le caractère chronique de l'insuffisance rénale est retenu lorsque l'insuffisance rénale évolue sur un mode plus lent en quelques mois à quelques années. C'est la forme d'insuffisance rénale qui est la plus fréquente dans notre contexte clinique, et c'est elle justement qu'il faudrait avoir le réflexe de dépister, parce qu'aujourd'hui,
le traitement essentiel de l'insuffisance rénale chronique serait préventif par un dépistage de toutes les situations à risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale. En dehors de l'insuffisance rénale, la classification des maladies néphrologiques va répondre sur le type de la structure atteinte. Ainsi, c'est le glomérule et le point de départ de la maladie néphrologique, on parlera d'une néphropathie glomérulaire. Si c'est une lésion des vaisseaux, on parlera d'une néphropathie vasculaire. Si c'est l'interstitium qui est le point de départ de la pathologie, on parlera d'une néphropathie interstitielle. Et quand c'est les tubes qui sont malades, on parlera des néphropathies tubulaires. Maintenant, sur les prochaines diapositives, nous allons voir ensemble comment justement attribuer ou reconnaître la partie malade du rein. Donc, à la lumière de ce qu'on avait vu précédemment, on peut dire que les différents syndromes néphrologiques, c'est le syndrome de néphropathie glomérulaire, le syndrome de néphropathie vasculaire, le syndrome de néphropathie tubulaire et le syndrome de néphropathie interstitielle. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez bien, l'analyse néphrologique repose comme point de départ sur le néphron, et le néphron est constitué par le glomérule et le tubule qui le continuent. Ce néphron ou ce glomérule va reposer sur un tissu de soutien qui est l'interstitium. Et bien sûr, le rein est un organe richement vascularisé et on peut avoir des maladies vasculaires allant des maladies des grandes artères comme des pathologies de l'artère rénale ou bien des pathologies microvasculaires. Nous allons commencer par le syndrome de néphropathie glomérulaire. Alors, quand on parle de glomérule, passons au syndrome de néphropathie vasculaire. Qu'est-ce qui le différencie ou qu'est-ce qui le distingue du syndrome de néphropathie glomérulaire? Dans le syndrome de néphropathie vasculaire, cette fois-ci, on a l'hypertension artérielle au premier plan, pas la protéinurie. Pourquoi? Parce que c'est une maladie des vaisseaux. Donc, on imagine qu'il y a plus de résistance vasculaire périphérique, donc on va avoir une hypertension artérielle au premier plan. Le syndrome urinaire, lui, est pauvre, voire absent, c'est-à-dire qu'on a peu ou pas de protéinurie, peu ou pas d'hématurie. L'insuffisance rénale, elle, est fréquente, est sévère et progressive. Et dans ce cas-là, pour arriver à un diagnostic, nous n'avons pas besoin de faire une biopsie rénale, mais plutôt d'aller vers une imagerie des artères rénales, une imagerie artérielle, allant d'une simple échodoppler des artères rénales, qui reste un examen opérateur dépendant. Alors, si on dispose d'un radiologue ou d'un dopplériste expérimenté, nous pouvons avoir recours à cet examen. À défaut, si la fonction rénale le permet, on pourrait demander un angioscanner ou une angio-IRM. Je passe au syndrome de néphropathie tubulaire. Alors, le syndrome de néphropathie tubulaire, il représente deux groupes de pathologies. La tubulopathie proximale, qui est un type de tubulopathie très particulier, qui est très peu fréquente dans la pathologie néphrologique et dont je ne vais pas vous en parler. Mais surtout, le syndrome de néphropathie tubulaire est représenté par une seule pathologie qui est la nécrose tubulaire aiguë. La nécrose tubulaire aiguë qui est la première cause d'insuffisance rénale organique. Et c'est dans ce contexte-là, nous avons l'insuffisance rénale aiguë qui est au premier plan, c'est ce qui ramène le patient à consulter. Le syndrome urinaire, lui, est aussi pauvre ou absent, c'est-à-dire peu de protéinurie ou
pas de protéinurie. Donc, quelque part, si vous remarquez ou si vous suivez avec moi, on a les mêmes éléments précédents que la néphropathie vasculaire, c'est-à-dire l'insuffisance rénale et le syndrome urinaire. Mais qu'est-ce qui nous pourrait faire la part des choses entre ce qui est tubulaire et ce qui est vasculaire? C'est justement la pression artérielle qui est normale ou plutôt basse dans le cadre de néphropathie tubulaire puisque nous sommes dans une situation d'hypovolémie et que dans le cadre de la néphropathie vasculaire, nous avons plutôt une hypertension artérielle. Dans ce contexte, nous n'allons pas besoin de faire une biopsie rénale dans l'immédiat ni d'un Doppler, mais plutôt raisonner en fonction du contexte clinique. Quand je vous ai dit précédemment, et vous allez avoir un cours sur la nécrose tubulaire aiguë dans le cadre de l'insuffisance rénale, le diagnostic est évident sur un contexte de déshydratation, de saignement, d'hypovolémie. Donc, on ne fait rien, on respecte la période de récupération tubulaire rénale, ou la période de le temps nécessaire pour que les cellules tubulaires régénèrent, et qui est de à peu près 2 à 3 semaines. Passé les délais de 3 semaines, on pourrait discuter la réalisation d'une ponction biopsie rénale. Enfin, le dernier syndrome en néphrologie, c'est le syndrome de néphropathie interstitielle. Dans ce cas-là, la présentation clinique est insidieuse. Nous avons un syndrome urinaire aussi qui est pauvre, mais qui peut quand même être représenté par une petite protéinurie associée à une leucocyturie. L'HTA est peu fréquente d'emblée dans le syndrome de néphropathie interstitielle. Elle est tardive et n'apparaît qu'un stade avancé de l'insuffisance rénale. Et l'avantage, ou plutôt on va dire le point positif à ces syndromes de néphropathie interstitielle ou les néphropathies interstitielles, c'est qu'ils évoluent lentement sur plusieurs années, contrairement aux néphropathies glomérulaires. Alors, le diagnostic sera orienté en fonction du contexte étiologique. Assez souvent, on fait une imagerie faite d'une échographie ou d'un scanner rénal à la recherche d'un certain nombre de pathologies, une asymétrie rénale, une néphropathie de reflux qui expose à ce type de néphropathie interstitielle. Commençons par les néphropathies glomérulaires qui seront abordées en long et en large par ma collègue professeure Fadeli. Juste pour rappel, les néphropathies glomérulaires sont les néphropathies où le glomérule est la cible pathologique initiale, c'est-à-dire le point de départ de la maladie est le glomérule. Cependant, au cours de l'évolution, les glomérules ne restent pas les seuls atteints. Les autres structures du parenchyme rénal vont être atteintes et on verra apparaître une fibrose, une inflammation du tissu interstitiel et des lésions tubulaires qui vont accompagner ces lésions glomérulaires. Parfois, l'importance de ces lésions tubulo-interstitielles feront le pronostic de la maladie néphrologique. En pratique, comment on classe les néphropathies glomérulaires? Alors, les classifications de la néphropathie glomérulaire n'est pas si évidente que ça parce que longtemps, on avait tendance à parler de néphropathie primitive, néphropathie secondaire, mais on s'est rendu compte que beaucoup de glomérulopathies qui étaient censées être primitives pouvaient être secondaires à d'autres maladies. La raison pour laquelle on s'est basé pour classer les néphropathies glomérulaires sur l'étiologie présumée s'il en existe une, comme le cas du diabète, de l'amylose, de l'hypertension artérielle ou certaines maladies de système comme le lupus. Sinon, en dehors d'une étiologie évidente, on se basera sur les caractéristiques histologiques. Alors, le caractère étiologique, donc, comme j'ai dit, permettra de distinguer tout ce qui est primitif quand on n'a pas une pathologie secondaire bien précise, bien déterminée
comme celle que je viens de citer, et le terme néphropathie secondaire sera réservé quand on a ces maladies bien précisées, bien identifiées et bien connues comme le diabète, l'amylose, l'HTA ou le lupus. Sinon, en général, on se basera sur les données de la biopsie rénale et sur l'existence des lésions élémentaires que nous allons essayer d'interpréter avec les anatomopathologiques pour avoir un diagnostic histologique. Alors, les lésions histologiques glomérulaires peuvent être de deux types. Des lésions prolifératives, c'est-à-dire ce sont des cellules du glomérule qui vont proliférer, soit des cellules endocapillaires, c'est-à-dire les cellules endothéliales ou mésangiales, soit des cellules extracapillaires, c'est-à-dire les cellules qui vont proliférer sont à l'extérieur du flocculus, soit ce sont des lésions des cellules exsudatives des polynucléaires neutrophiles. Aussi, en dehors des proliférations, nous pouvons observer au niveau du glomérule des dépôts qui peuvent être faits des dépôts d'immunoglobulines ou d'autres types de substances anormales, comme dans le cadre de l'amylose ou du diabète. Alors, ces différents types de néphropathie vous seront abordés et traités par votre maître professeur Fadeli, qui va vous parler des différents types de glomérulonéphrite non proliférative, qui sont la lésion glomérulaire minime, la hyalinose segmentaire et focale et la glomérulonéphrite extramembraneuse. Elle va vous parler également des glomérulonéphrites prolifératives, comme la GNA ou la glomérulonéphrite aiguë endocapillaire, la glomérulonéphrite membranoproliférative et la glomérulonéphrite adépomésangieux d'IgA, qui est la maladie de Berger. Pour le type de néphropathie secondaire que nous allons voir ensemble, ça serait à moi de vous parler de la néphropathie diabétique, de l'amylose rénale, de la néphropathie lupique. Nous allons avoir un cours sur certaines néphropathies héréditaires bien connues et bien déterminées. Il faut savoir que le chapitre de néphropathie héréditaire est un chapitre qui est large, mais je ne vais vous parler que de deux types de néphropathie les plus fréquentes, qui sont la maladie d'Alport et la polykystose rénale. On va vous parler également de la glomérulonéphrite extracapillaire, qui sont souvent secondaires à des pathologies systémiques ou infectieuses, telles que les ONCA, le goût de pasture ou la cryoglobulinémie. Juste un petit rappel de quelle serait la traduction d'une néphropathie glomérulaire. La néphropathie glomérulaire peut se traduire de plusieurs façons. On a vu que le maître symptôme serait une protéinurie associée ou pas à des œdèmes selon la profondeur ou l'abondance de cette perte protéique, avec ou sans une hypertension artérielle et avec ou sans un sédiment urinaire actif, c'est-à-dire avec ou sans présence du sang dans les urines. Donc nous allons commencer par parler du syndrome néphrotique, qui est le syndrome pathognomonique d'une atteinte glomérulaire. Le syndrome néphrotique est de définition purement biologique, ce n'est qu'un petit rappel pour vous dire qu'il faudrait avoir les trois éléments: une hypoalbuminémie moins de 30 grammes par litre, une hypoprotidémie moins de 60 grammes par litre et d'une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures, une protéinurie d'ordre néphrotique, ou au-delà de 50 mg par kilo par jour. Il faut faire attention pour retenir que les œdèmes et l'hyperlipidémie sont des signes fréquemment associés au syndrome néphrotique, mais ne faisant pas partie de la définition. Les œdèmes, on va les observer quand on aura une protéinurie d'ordre néphrotique,
Et l'hyperlipidémie, elle serait la traduction de l'augmentation de la synthèse hépatique de lipoprotéines afin de répondre à cette fuite protéique. Cliniquement, comment elle va se traduire le syndrome de néphropathie glomérulaire? Bien sûr, nous sommes dans un syndrome néphrotique, c'est-à-dire une protéinurie abondante. Nous allons observer un syndrome odémateux qui est constant avec des œdèmes bilatéraux, c'est un œdème bilatéral et non pas unilatéral. Ce sont des œdèmes mous et pas durs. Ce sont des œdèmes blancs et pas inflammatoires et rouges. Et ce sont des œdèmes prenant le godet. Je vais vous montrer sur une diapo suivante la signification d'œdème qui prend le godet. À côté de cette description typique de œdème, nous pouvons observer une oligurie. Ce n'est pas un signe fréquent, mais il peut être observé. Nous pouvons observer une hématurie, une hypertension artérielle, si le syndrome néphrotique est impur. De ce fait, on peut dire que nous serons en face d'un syndrome néphrotique pur quand on a une protéinurie massive qui s'est révélée par un syndrome odémateux profond, mais sans hypertension artérielle, sans hématurie ni microscopique ni macroscopique et sans insuffisance rénale qui sont des signes d'impureté. Le syndrome néphrotique sera impur si on a un des signes précédents, une hypertension et ou une hématurie et ou une insuffisance rénale. Je passe tout de suite au syndrome néphritique aigu. Le syndrome néphritique aigu, c'est un syndrome d'installation brutale en quelques heures à quelques jours, avec une protéinurie qui est d'abondance variable, qui peut être d'ordre néphrotique. Le signe essentiel, c'est une hématurie macroscopique ou des urines foncées ou des urines biansales associées à des œdèmes importants, même s'il n'y a pas une protéinurie d'ordre néphrotique, et une hypertension artérielle parfois sévère et qui peut être responsable d'un syndrome de convulsion chez les enfants ou d'une surcharge hydrosodée avec un œdème aigu du poumon chez les adultes. Assez souvent, dans le syndrome néphritique aigu, nous avons une insuffisance rénale qui peut être oligo-anurique et qui fera tout le pronostic de cette pathologie. Il faut savoir, la GNA ou le syndrome néphritique aigu qui peut être représenté par la GNA, on peut ne pas avoir tous les signes associés. On peut avoir uniquement une protéinurie avec une hématurie ou une protéinurie avec une hypertension artérielle. De toutes les façons, l'existence d'un syndrome néphritique, c'est le témoin d'une prolifération intraglomérulaire et je pense que vous allez avoir le cours de GNA qui sera présenté en détail. Je passe par la suite à un autre type de néphropathie glomérulaire. Nous avons vu le syndrome néphrotique, nous avons vu le syndrome néphritique. Maintenant, on va voir le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive. Il peut ressembler point par point à un tableau de syndrome néphritique, mais ce qui vient au premier plan, c'est cette insuffisance rénale qui évolue rapidement en quelques heures, en quelques jours, à quelques semaines, associée à un syndrome glomérulaire, c'est-à-dire c'est une insuffisance rénale avec en plus un syndrome glomérulaire fait de protéinurie et d'hématurie. C'est une urgence en néphrologie parce que ça témoigne qu'il existe une prolifération pas uniquement endocapillaire, mais probablement extracapillaire avec des croissances cellulaires. Je vais vous en parler plus dans le cours des glomérulonéphrite extracapillaires. Donc, comme j'ai dit, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Assez souvent, vous allez le voir, on démarre le traitement sans attendre les résultats. Le syndrome d'hématurie macroscopique récidivante. Là aussi, c'est un syndrome non négligeable en néphrologie.
Ce sont des patients qui vont se présenter en votre consultation en vous disant qu'ils présentent des épisodes d'hématurie macroscopique qui va durer 2 à 3 jours. Après, tout va rentrer dans l'ordre et cet épisode d'hématurie macroscopique va être récidivant dans le temps, c'est-à-dire qui peut apparaître tous les 3 mois ou 4 mois. Alors là, mener un interrogatoire précis, chercher les antécédents familiaux est un élément capital. Savoir si cet épisode d'hématurie est intra-infectieux ou post-infectieux nous aidera énormément dans la décision diagnostique. Alors, tout ce qui est intra-infectieux peut révéler une néphropathie particulière comme la maladie de Berger. Tout ce qui est post-infectieux peut nous orienter vers une glomérulonéphrite post-infectieuse, la GNA. Vous allez avoir plus de précision sur ça dans les cours des néphropathies prolifératives. L'hématurie macroscopique récidivante peut ne pas être liée à une infection. Elle peut être liée à des maladies héréditaires telles que le syndrome d'Alport ou la polykystose rénale dont on va parler dans les cours suivants. Enfin, nous avons le syndrome de glomérulonéphrite chronique. C'est un syndrome qui se manifeste par une protéinurie, hématurie, une insuffisance rénale d'installation progressive et irréversible, une HTA presque constante. C'est une forme fréquente de présentation, mais ce qui est malheureux dans toute cette histoire, c'est que assez souvent, quand on fait le diagnostic, on est déjà à un stade avancé, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce de ce syndrome par la prise de la pression artérielle, par la réalisation d'une bandelette urinaire à la recherche des signes pouvant orienter vers une maladie rénale. Enfin, quelle est la place de la ponction biopsie rénale en néphrologie? Il faut savoir que la ponction biopsie rénale est le seul examen capable de déterminer la lésion causale, de déterminer le type de glomérulopathie, de donner un pronostic et surtout donner une attitude thérapeutique. Cette ponction biopsie rénale, elle doit être de réalisation systématique chez l'adulte, sauf si nous avons une cause secondaire évidente, comme un diabète évolutif avec des complications dégénératives, une rétinopathie, une amylose dont on a fait le diagnostic par un site autre que rénal, on va les voir ces deux cours. Sinon, en dehors de ces deux pathologies-là, toute protéinurie chez l'adulte est une indication à la biopsie rénale. Chez l'enfant, et je pense que vous avez dû voir ça en pédiatrie, les indications de la biopsie rénale sont réduites puisque tout syndrome néphrotique pur survenant chez un enfant âgé entre 1 et 10 ans ne justifie pas la réalisation systématique de la ponction biopsie rénale et on va conclure d'emblée à une néphrose lipoïdique et traitée comme telle. Aussi, tout tableau de glomérulonéphrite aiguë d'allure post-infectieuse avec un complément sérique consommé et en absence de tout signe extra-rénal va nous emmener à poser le diagnostic d'une glomérulonéphrite post-infectieuse et ne va pas nous imposer à la réalisation d'une biopsie rénale. Bien sûr, en dehors de ces deux conditions, toute protéinurie ou insuffisance rénale chez l'enfant serait l'indication d'une ponction biopsie rénale. Merci de votre attention.